sans plus tarder, je vous présente notre conférencier de ce matin, Dr. Claude Robert. Alors, Claude est directeur de Génovalia et professeur au département des sciences animales de l'Université Laval depuis 2003. Son programme de recherche est axé sur deux piliers, soit l'efficacité reproductive des animaux d'élevage et l'amélioration des performances par sélection génétique. Ses travaux ont porté sur différentes espèces, dont la vache, le porc, le mouton, le caribou et l'abeille. Claude est également affilié au Centre de recherche en reproduction, développement et santé intergénérationnelle, le CRDSI, de même qu'à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF. Donc, j'invite maintenant Claude à nous présenter Génovalia, qui est le Centre de valorisation des données en génomique non humaine. Alors, Claude, à toi. Et voilà. Bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici pour vous parler de Génovalia. Ça va me sortir un peu de mon quotidien parce que, dans le fond, je suis directeur de Génovalia, mais comme vous le verrez, je ne suis pas un data scientist. Je suis pas quelqu'un qui est je suis un générateur de données, mais je suis pas quelqu'un qui est un spécialiste ni de l'analyse, ni de la structuration des données. Génovalia, c'est composé de plusieurs personnes, entre autres, comme Louise l'a dit, c'est moi qui est directeur, mais je suis épaulé par Philippe Després, qui est aussi co-directeur. Puis lui, c'est un spécialiste des données. Donc, je tiens à mentionner qu'il y a beaucoup des idées puis de la vision qui a été amenée par Philippe. Parce que lui, c'est quelqu'un qui se spécialise dans l'analyse d'imagerie médicale dans lesquels c'est un secteur qui a eu beaucoup de structuration, évidemment, comme on fait du diagnostic sur la santé des gens. On peut, il faut avoir des versions des images, faut savoir qu'est-ce qui a été analysé, par qui, comment, c'est quasiment la température de la pièce. Fait que l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont recueillies. Tandis que c'est complètement à l'inverse en génomique, où est-ce que, bon, on n'a pas tant d'informations, on a les résultats bruts, mais pas tant d'informations sur comment les données ont été générées. Ce qui a amené beaucoup de discussions à savoir, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, en bout de ligne, bon, ces discussions-là nous ont amené vers, ben, essayer de proposer quelque chose, puis essayer de structurer quelque chose qui est devenu Génovalia. À la base, c'est le centre de génomique, comme vous le voyez là à l'écran, c'est le centre de valorisation en génomique non humaine, qui est à l'Université Laval. Comme Louise l'a mentionné d'entrée de jeu, j'ai travaillé avec deux axes. Mon programme de recherche là, dans les 5 dernières années, il contient deux axes. Un qui est la physiologie reproductive de différentes espèces, comme vous voyez en haut. Puis j'ai travaillé en génomique pour d'autres espèces, soit le caribou, la vache canadienne. On a travaillé sur la qualité de la viande chez le porc, la diversité génétique dans la vache laitière. On développé des outils de cariotypage, donc de la génétique. Puis avec Pierre Giovanezzo au département de bio et Ségolène Maucourt, développer un programme de sélection des abeilles, des reines d'abeilles, ce qui est en fait le seul programme d'évaluation génétique qui est roulé au Québec, en fait, qui est à l'extérieur de Guelph. D'où vient Génovalia? L'idée, c'était de regrouper des forces qu'il y avait à l'Université Laval. Comme vous le savez, il existe l'Institut de biologie intégrative et des systèmes qui ont vraiment une belle expertise dans l'analyse de génomique non humaine, donc en foresterie, en écologie, sur des espèces sauvages. Donc, c'est une expertise qui est vraiment forte et qui est unique dans l'analyse de la génomique dans des espèces où est-ce qu'on n'a pas de génome de référence. Il existe également un centre de données à l'Université Laval qui s'appelle Valeria, qui est un centre de données qui est quand même substantiel, qui a plein d'infrastructures informatiques dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais qui sert entre autres pour le stockage et le partage de données. Il y a beaucoup comment je vous dirais ça,
de structuration qui a été mise en place pour la sécurité, puis aussi pour favoriser le partage cloisonné, c'est-à-dire qu'on est capable de faire le partage de données, évidemment précis en deux ou plusieurs équipes, mais aussi de les faire travailler dans un cluster qui va être à part des autres, donc pour éviter justement ce qui pourrait avoir de dommages informatiques de part et d'autre. Euh, Génome Québec ont aussi une plateforme. Il y a un centre d'expertise et de services. C'est le seul centre parmi les centres de Génome Canada, donc les centres provinciaux, les centres régionaux de génomique. Génome Québec, c'est le seul qui a une plateforme de services. Puis, c'est une plateforme de services qui contient les équipements dernier cri pour le séquençage et le génotypage. Donc, c'est quelque chose qu'on a au Québec qui est quand même à notre portée, puis qui pourrait servir dans un schéma de valorisation de la génomique au Québec. Il existe aussi, et comme on le sait, je vais en reparler tantôt, également des efforts qui sont très substantiels. On a des capacités au Québec pour générer des données de façon incroyable qui est assez unique. Je vais revenir tantôt. Genovalia, présentement, c'est ce que vous voyez à l'écran. La diapositive va prendre plus de sens vers la fin de la présentation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Genovalia, c'est entre autres Jérôme. Donc, vous voyez en haut, Jérôme Laroche, c'est le coordonnateur de Genovalia. C'est lui qui gère beaucoup de choses. Donc, si vous faites affaire avec Genovalia, puis il faut faire une soumission pour le stockage de données ou pour des analyses particulières, ça passe par Jérôme. Je vous ai présenté tout à l'heure Philippe Després, qui est le co-directeur. Puis là, présentement, on est en développement. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'ajoutent rapidement. Puis, on a des besoins qui sont temporaires. On a des besoins de développement, entre autres, au niveau des standards. Encore une fois, je vais y revenir tantôt. Au niveau de l'ontologie, donc comment on va appeler les choses, différents principes de gestion de données, les principes FAIR, les principes OCAP qui sont associés aux besoins des Premières Nations. Il y a de l'expertise dans ce sens-là à la bibliothèque de l'Université Laval. Donc, ces gens-là, on a eu le OK là, au mois de juin dernier, où est-ce que ces gens-là vont travailler avec nous pour développer ces expertises-là. On veut faire reconnaître le dépôt puis indexer les jeux de données. Donc, il y a encore là, à la bibliothèque de l'Université Laval, il y a des experts qui sont capables de nous aider pour ça. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il faut mettre en place des ententes de gouvernance. Au vice-rectorat à la recherche, il y a des avocats qui font partie du Bloom, qui eux autres servent, en fait, c'est le bureau de liaison université-milieu, qui eux servent pour justement rédiger des ententes cadres. Puis, j'étais en discussion avec eux pour savoir, en fait, comment on pourrait développer des ententes de gouvernance pour la gestion des données. Puis ensuite, comme vous voyez, là, il y a des outils pour harmoniser les données dans une infrastructure définie. Puis là, on a des gens de la DTI et aussi du bureau du numérique, qui est une nouvelle partie du vice-rectorat à la recherche. Et aussi Valéria, qui est le fameux centre de données dont j'ai mentionné tantôt. Donc, ces gens-là se sont greffés récemment à Genovalia, mais ils vont nous aider, dans le fond, à développer différentes parties. Parmi les gens qui sont membres, j'appelle ça des permanents de Genovalia, ben ici, vous avez Olivier Angry, qui s'occupe, c'est un spécialiste là, au niveau ici, Olivier, au niveau de la mise en place de l'informatique derrière. Là. Donc, la structuration des serveurs, être capable que les différentes parties se parlent. Il y a une nouvelle personne qui s'est rajoutée ici, Catherine, je crois, qui va, en fait, c'est une développeuse. Donc, on a des besoins en informatique et en programmation aussi. Si vous voulez faire un portail web, si vous voulez développer une interface qui va vous permettre de faire des analyses de façon cliquable, ça va nous prendre quelqu'un pour faire cette programmation-là. On a Julien qui est aussi à l'écoute. Donc, Julien, lui, il s'occupe des analyses. Julien, c'est un biologiste qui a été formé en bioinformatique.
Puis là, présentement, il se trouve à l'interface avec l'IID, donc l'Institut sur l'intelligence des données, donc, il interagit avec les gens qui ont des connaissances en IA. Julien est présentement c'est très nécessaire parce qu'on a de la difficulté à se comprendre. Parfois, c'est pas facile de se parler en différents secteurs. Puis, bon, Julien connaît bien la biologie, connaît bien la génomique. Puis là, il commence à comprendre très bien ce qui se passe au niveau de l'IA. Puis, en fait, il connaît des gens qui, eux, en connaissent beaucoup. Donc, l'idée, c'est de faire le pont. Je présente Arnaud ici. Arnaud Droit est au CHUL, mais Arnaud Droit, c'est lui qui gère la plateforme de bioinformatique du CHUL. Puis il y a quand même une grosse équipe de professionnels qui sont capables de faire des analyses dans différents secteurs. L'objectif, ça, c'est important de comprendre ça, c'est que l'objectif de Genovalia, c'est pas de développer du service d'analyse en dédoublant ce qui existe déjà. L'objectif, c'est d'offrir une vitrine où est-ce que les gens vont pouvoir consulter, vont pouvoir venir pour amener leurs besoins, poser des questions, consulter les experts, puis en fait, ils vont être redirigés vers des gens qui vont être capables d'offrir ce service-là. Donc, c'est pas d'embaucher des gens ou un pack de bioinformaticiens qui va rendre les services, mais c'est surtout de mettre en commun déjà de l'expertise qui est déjà disponible localement. Il existe évidemment à l'IBIS, à l'Institut de biologie intégrative des systèmes, un service d'analyse de bioinformatique qui aussi va jouer son rôle éventuellement dans la réponse qu'on va pouvoir donner aux clients. Donc, quand on regarde les besoins ou les services qui vont être offerts par Genovalia, on a des services dans la production de données génomiques. Comme je vous ai dit tantôt, il y a une belle plateforme pour la génomique, surtout pour les espèces non modèles à l'IBIS. Il y a aussi le CES de Génome Québec qui est capable d'offrir des services de génotypage et de séquençage. Il y a aussi des besoins au niveau de la structuration puis de l'hébergement des données. C'est pour ça qu'ici, je parle de Valeria. Puis de plus en plus, on rajoute tous les services cloud, donc Amazon, Azure, qui vont se greffer. Ici, les services d'analyse et des analyses standards et augmentées. Donc, une analyse standard, c'est ce que je fais tout le temps, là, des analyses de comparaison génomique, d'assemblage de génomes. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être des analyses de microbiome. Donc, c'est assez standard en 2 traitements. Les analyses augmentées, c'est plutôt de la modélisation qu'on peut faire par l'IA qui peut aider à faire de la modélisation complexe. Donc, les analyses augmentées, c'est peut-être un nouveau secteur. On en parle depuis quand même plusieurs années, mais c'est un secteur qu'on le sait tous là, que c'est en émergence, puis ça va être très profitable parce qu'on va pouvoir intégrer des choses qu'on ne fait pas avec les modèles classiques. Donc, ça met à profit de l'expertise qu'il y a à l'IBIS, à l'IID, puis au CRDM, là, qui est le Centre de recherche en données massives de l'Université Laval. Finalement, ce qu'on veut faire, c'est une plateforme de formation. Je vais en parler en toute fin, là. C'est pas de recréer des nouveaux cours, c'est plutôt de fédérer les cours qui existent. Puis l'offre de cours est là. C'est juste de la mettre disponible pour tout le monde, pour que les gens puissent y avoir accès. Je voulais ici mentionner que le 6 juin dernier, donc ça fait pas très longtemps, le comité exécutif de l'Université Laval a accepté quelque chose qui était très important pour Genovalia. C'était d'autoriser Genovalia à héberger et à rendre repérable dans l'esprit des principes FAIR des données génomiques non humaines en provenance variée. Donc, c'est ça qui est ici important. C'est qu'on savait d'entrée de jeu qu'on pourrait gérer des données de recherche, donc des données académiques, mais c'est des données aussi gouvernementales et privées. Donc, ça, bon, il y avait beaucoup de questionnements sur est-ce que c'est le mandat de l'université, est-ce qu'on peut le faire? Bon, l'Université Laval s'est commis à dire que oui, on peut le faire. Donc, c'est pour ça que c'est important éventuellement là, de se rappeler que l'objectif, c'est non seulement de gérer des données de recherche, mais aussi d'aider des partenaires privés, des partenaires gouvernementaux, le MAPAC, le ministère de la Faune, qui ont déjà énormément de données à peut-être les aider à structurer, générer des analyses, faire plein de choses. Quand on parle de structuration ou de stockage de données plutôt, on peut parler d'un lac de données. Un lac de données, c'est simplement un endroit où on va déposer les données. On peut les appeler n'importe comment. On peut les appeler les données à Marie-Ève.
1, 2, 3, c'est pas grave tant que Marie-Ève sait comment récupérer ces données. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer à l'écran, là. Tandis que une base de données structurée, c'est plus long à monter, mais d'un certain côté, ça vous donne un avantage une fois que c'est monté parce que c'est plus facile de repérer les données, c'est plus facile d'aller les rechercher et de les utiliser à différentes sources. Donc, ce qu'on sait, ce qui existe présentement, c'est beaucoup de lacs de données. Puis ce qu'on veut offrir avec Genovalia, c'est des données structurées, donc quelque chose qui va permettre comme je l'ai dit tantôt, de les rendre encore plus fonctionnels. L'idée derrière Genovalia, c'est de structurer les données selon le principe FAIR. Le principe FAIR, ça veut dire que les données doivent être trouvables, doivent être accessibles. Puis ici, je viens préciser quelque chose qui est très, très important. Donc, si vous avez 2 minutes à me consacrer, c'est l'accessibilité ici. Ce que je veux dire par des données qui sont accessibles, c'est que c'est des données, une fois qu'ils sont trouvables, on peut y avoir accès, mais ça veut pas dire qu'ils sont publics. C'est très important. Ça veut pas dire qu'il faut que les données soient publiques et que tout le monde y ait accès. Ça veut simplement dire que, advenant qu'un privé qui a des données qu'il veut pas rendre publiques, mais il veut que ces données soient découvrables. Pas que la donnée soit découvrable, mais que l'information à propos du jeu de données soit découvrable. J'ai des données de production de tomates sur 10 ans, puis ça ici. C'est des données qui sont découvrables, mais les données comme telles de chaque plant de tomate, c'est pas accessible. Puis ensuite, sachant l'accessibilité, il va venir du fait qu'on va mettre le nom d'une personne ressource. On va mettre un contact, un point de contact où est-ce que le collaborateur potentiel va prendre entente avec le détenteur ou le propriétaire des données pour savoir si ça vaut la peine d'établir une collaboration pour rendre les données accessibles, donc c'est-à-dire pour y avoir accès et pouvoir travailler avec ces données-là. Donc, l'accessibilité ici, là, ça ne veut pas dire public. Ça veut juste dire que selon un guide ou un cadre de référence, une entente, on peut avoir accès aux données. Interopérable, ben, c'est là que ça vient l'avantage de structurer les données. C'est qu'une fois qu'on les a structurées avec un format défini, ben, on peut faire parler différents jeux de données ensemble. Réutilisables, c'est que, ben, évidemment, quand ils sont repérables et qu'ils sont accessibles, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui peuvent y avoir accès. Donc, on peut les réutiliser à différentes sources. Mais ça, c'est rien de nouveau. Vous savez, les données existent. Mais la question qui se pose, hein, c'est à savoir pourquoi ils sont pas accessibles. C'est-tu parce qu'il y a une absence d'options pour les rendre accessibles? La plupart des gens en recherche, surtout en génomique, vont déposer les données sur l'NCBI. Donc, c'est une base de données américaine. On peut déposer ça gratuitement là-bas. Ça se fait. Tous les gens sont invités à le faire. On parle de Open Science depuis 10 ans. Mais pourquoi encore aujourd'hui, on n'est pas satisfait de nos efforts en Open Science? Je pense que ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Ça vient au fait qu'il y a toujours des données un peu sensibles, que ces données-là, on veut pas toujours les donner. Je vais parler de moi-même. On a terminé le projet sur la génomique du caribou avec le ministère de la Faune. Le ministère de la Faune était disposé à donner l'information génomique, mais pas tant la localisation géographique des caribous, parce qu'il y a une question de sensibilité, surtout, par exemple, les caribous dans certaines zones chaudes là, sur l'exploitation forestière, les barrages hydroélectriques. Il y a toujours un risque là, de savoir qu'est-ce que les gens vont faire avec ces données-là. Fait que là, présentement, on a des données complémentaires qu'on n'a pas déposées sur NCBI. Fait que sur NCBI, vous trouvez la génomique des caribous, mais c'est quand même assez limité quand vous savez que c'est le caribou de 1 à 2000, mais vous n'avez pas vraiment l'information complémentaire qui vient avec. Fait que l'objectif, c'est pas nécessairement d'aller chercher les données du NCBI puis les mettre dans Genovalia, mais c'est d'offrir l'information complémentaire dans Genovalia pour que les gens puissent contacter le ministère de la Faune qui est propriétaire des données, puis ensuite faire des ententes avec eux pour y avoir accès. Il n'y a peut-être pas d'expertise pour la gestion. Ça, c'est un point important parce que la gestion des données, on sait que c'est lourd, c'est long. On se demande c'est quoi le retour sur l'investissement. Donc, l'idée, c'est que si on a une structure qui est en place pour le faire pour nous,
Je pense que les gens vont être contents de ne pas avoir à gérer ça. Puis ensuite, bon, c'est quelque chose qu'on peut rajouter à nos demandes de subvention. C'est une ligne, bon, de développement de la base de données pourrait coûter tant. Et voici une soumission qui a été faite par Genovalia. Puis ensuite, une fois que ça va être fait, ben, je m'en occuperai pas. Il n'y a pas de standard. Ça commence, c'est beaucoup développé du côté de chez l'humain, mais pas tant du côté de l'agriculture. L'absence d'entente, j'en ai parlé. Il n'y a peut-être pas d'incitatif. Pourquoi? C'est quoi l'investissement de temps? C'est un investissement de temps important lorsqu'on arrive à la fin d'un projet et on a beaucoup de données, de structurer tout ça, de rendre ça disponible, comme j'ai parlé tantôt. C'est quoi le retour sur l'investissement réel? Je vais en parler en fin de présentation, mais il faut pas juste dire aux gens, il faut le faire parce qu'il faut le faire pour la vertu à cause du principe de l'open science. Il va falloir à un moment donné pas justifier, valoriser, donner du crédit à ceux qui ont généré des jeux de données. Puis il y a peut-être des façons de le faire. Les gens ont très peur des coûts associés. Est-ce que ça va me coûter très cher? Sachant très bien qu'on a des subventions à durée déterminée. Une fois que la subvention est terminée, comment je fais pour payer la pérennité de tout ça? Ça, c'est quelque chose qui est encore dans notre radar. Il faut régler ça. Mais on a différentes options, différentes idées. Mais en bout de ligne, il faut pas que ça coûte cher. Il faut pas que ça coûte idéalement rien. Parce que ces jeux de données-là vont devenir des actifs super importants. Donc, c'est pour ça que les gens ont peur d'être obligés de payer ça à long terme. C'est pour ça qu'il y a une certaine réserve. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, c'est que pour toute base de données, ça prend un administrateur. Un administrateur de système pour gérer tout ça. On connaît, en fait, autant des jardins que d'autres qui ont eu des problèmes au niveau de la perte de données ou qui se sont fait hacker. Il y a eu des ransomware. On le sait que, évidemment, si j'ai ça sur une clé USB sur mon bureau, je risque pas de me faire hacker, mais c'est pas très disponible. C'est pas à la portée de tout le monde d'y avoir accès. Donc, on est conscient de ça aussi. Une autre chose qui s'en vient, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les fameux plans de gestion de données. Les plans de gestion de données, ça va devenir un incontournable. Ici, ce qu'on voit, c'est que l'Université Laval s'est positionnée. Vous irez voir la bibliothèque, il y a une belle formation. Puis, parmi les outils qui vous sont offerts, c'est que, entre autres, c'est un outil qui a été développé à l'Université de l'Alberta, qui permet de développer, en fait, c'est comme un questionnaire qui vous permet de répondre aux besoins au niveau de la gestion des données. Mais encore une fois, pourquoi on est rendu là? Pourquoi on a besoin de gérer ces données-là ou de développer des plans de gestion de données considérant que on s'est toujours dit depuis 10 ans qu'il fallait rendre nos données disponibles? C'est justement parce que il y a des institutions, comme entre autres le NIH américain, se sont dit que malgré tous les efforts qu'on a mis en place, malgré les infrastructures qui sont gratuites, qui sont disponibles, les données ne sont pas si utilisables que ça. Les données sont il y a beaucoup de jeux de données qui sont stériles. On peut pas faire grand-chose avec parce qu'il manque de l'information complémentaire. Donc, on va faire des plans de gestion de données où est-ce que les chercheurs vont se commettre à écrire, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour rendre ces données-là accessibles. Les trois conseils au Canada s'en viennent, en fait, ont répondu à ça, puis s'en viennent avec ça, si c'est pas déjà fait, dans le nouveau cahier là, qu'on va avoir là, pour comment rédiger une demande de subvention. Ben, il y aura une section sur les plans de gestion de données. Nous autres, on pense que c'était pas prévu à la base, mais on pense que Genovalia va vraiment répondre à ça. Ça fait que le timing n'aurait pas pu être meilleur. Donc, on arrive avec des options pour dire aux gens, ben, on va être capable de offrir des infrastructures, l'expertise pour répondre à ces besoins-là. Lorsqu'on parle de la création d'un catalogue de données, on se dit, bon, c'est quoi les objectifs? On veut stimuler l'élaboration de nouveaux projets de recherche. Si les données sont disponibles, si on sait que les données, encore là, avec les ententes, si on signe les ententes, mais on va créer des nouveaux projets de recherche. Ici, j'ai mis la figure de One Health. Hein.
où est-ce que, bon, on sait qu'il y a une santé environnementale, il y a une santé des animaux, de la vie, du côté végétal, on sait, il y a aussi la santé humaine. Puis on sait qu'ensemble, hein, c'est le fameux One Health. Fait qu'on, moi, j'ai l'impression qu'il y a des jeux de données aujourd'hui qui vont peut-être être réutilisés à des fins qu'on n'a pas encore pensées. Il y a peut-être d'autres jeux de données ailleurs dans d'autres secteurs. Et les gens vont se dire, ah, j'aimerais ça avoir accès à tes données. Ça pourrait peut-être combiner avec les miennes, faire quelque chose d'intéressant. Ce qui va nous amener à faire de nouvelles collaborations, former des nouveaux étudiants, recruter de nouvelles expertises, développer des nouveaux champs d'études. Puis tout ça, ben dans le fond, ça va être nécessaire éventuellement, comme j'en ai parlé tantôt, pour les plans de gestion de données. Fait que l'objectif qu'on a, en fait, avec Genovalia, c'est éventuellement, on pense que ça va devenir un stimulateur de recherche, qu'on va générer des nouveaux projets, que ça va donner des actifs pour que les gens vont pouvoir établir des collaborations, que ce soit localement ou à l'international. Puis la formation de nouveaux étudiants, il faut pas se le cacher, ben, il y a un transfert du ministère de l'Éducation vers l'université. Ce que j'essaie de convaincre les gens, fait que si vous pouvez m'aider, ça va me faire plaisir, de dire que tu sais, si on forme un étudiant au PhD de plus à l'Université Laval, ben à cause justement qu'on a une structuration des bases de données, ben le retour sur l'investissement va être déjà fait. On va déjà avoir un retour parce que le transfert du ministère d'Éducation supérieure à l'Université Laval, parce qu'on a formé cet étudiant-là supplémentaire, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas eu ces bases de données-là accessibles. D'où l'idée de rendre ça très peu cher, parce que plus on va avoir de données, plus on va avoir une diversité de jeux de données dans le système. Je pense que ça sera pas un, mais ça va être deux, puis trois, puis quatre étudiants gradués de plus qu'on va pouvoir former par année. Ici, j'avais mis en bas que, évidemment, avec le One Health, c'est que là, présentement, comme vous avez vu dans le nom, c'est de la génomique non humaine, parce qu'il existe des bases de données génomiques humaines qui sont en développement, mais éventuellement, pourquoi pas lier les deux? Pourquoi pas lier tout ça ensemble, puis essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire des analyses complexes. Je pense entre autres à Pulsar et aussi les données à l'INSPQ, il y en a partout. Il y en a tellement partout que quand on regarde, en fait, juste le secteur public au Québec, quand on regarde ce qu'il pourrait avoir comme données au MAPAC, ce qu'il pourrait avoir ici aux ressources naturelles, en fait, sur tout ce qui est en foresterie et aussi le ministère de la Faune, c'est incroyable. Les centres d'expertise, c'est des créations uniques au Québec. Ils n'ont pas de centre d'expertise dans les autres provinces. C'est quand même extraordinaire ce qui se fait dans ces centres d'expertise-là. Sans compter bon, au Québec, on est quand même assez bien nantis. Il y a deux facultés d'agriculture. Il y a aussi une faculté de médecine vétérinaire. On a des réseaux comme celui-ci qui sont très dynamiques. Et on a un réseau de CTT, donc les centres collégiaux de transfert de technologiques, qui sont très actifs. Des collègues à Agrinova qui font des projets de recherche, qui génèrent des données. Donc, c'est tout ça fait en sorte que le Québec est un endroit qui est assez unique pour la production de données. Puis malheureusement, ma critique principale, c'est qu'on n'est pas bien structuré pour les utiliser ou les rendre accessibles. Le secteur privé est très actif au Québec en agriculture. Ici, on parle de 28 000 entreprises agroalimentaires. Chacune d'entre elles génère des données. Ces données-là, évidemment, c'est pour des besoins internes. Mais ces besoins internes-là, on pourrait absolument aider peut-être. Il y a des gens en analyse de données qui pourraient donner un coup de main à chacune de ces compagnies-là. Cette vision-là a été proposée, a été développée, a été présentée, en fait, fin 2021 par mes collègues Éric Paquette puis Marc-André Sirard, où est-ce qu'ils ont développé un livre blanc sur la valorisation des données numériques dans le secteur bioalimentaire. Fait que ça, dans le fond, ça mettait la table pour dire qu'il y a des besoins. Fait que les opportunités sont là, mais il existe encore plusieurs défis pour réaliser le potentiel. Puis c'est là on espère que Genovalia va avoir un beau rôle à jouer. J'étais là depuis quelques années à l'entour de la table pour le virage numérique en production laitière.
Fait que pendant une journée ou deux, là, on mettait des post-it là, sur d'où viennent les données. Fait que vous voyez ce que ça a donné à l'écran. Il y a beaucoup de données. Puis ici, j'ai juste regroupé ça là, en secteurs. Que ce soit les institutions financières, entre autres la financière agricole, les centres d'expertise, les universités, comme j'ai parlé tantôt, les vétérinaires eux-mêmes, les associations de producteurs, les agences fédérales, les transformateurs, vous le savez. Euh, chacun de ces secteurs-là génère des tonnes de données. Puis ce qui était un peu remarquable, pas tant surprenant, c'est de savoir qu'évidemment, il y a des incitatifs. Chacune des compagnies ou chacun des groupes a des incitatifs personnels à garder certaine, d'une certaine façon, les données privées. Mais ce que s'est rendu rapidement compte, c'est qu'on est vraiment pas au courant de ce qui existe comme données. On n'est pas au courant de ce qui existe partout. Mais encore une fois, c'est associé au fait qu'on ne veut pas nécessairement toujours partager avec tout le monde. Mais si on a des ententes qui permettent le partage de façon légale, de façon contrôlée, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait bénéficier du portrait au complet. Au niveau génomique, c'est une vieille diapositive, là, ça date de 2017, mais on parlait à l'époque qu'il y avait au moins 2 millions de vaches qui ont été génotypées au Canada. Même pas certain qu'il y a 2 millions de Canadiens qui ont été génotypés. Mais tout ça pour dire que l'industrie agroalimentaire est très, très active dans le génotypage, dans la captation aussi des phénotypes. Puis, il faut se positionner pour en tirer profit. Avant la crise actuelle porcine, on avait mis en place un projet de recherche avec Olimel. Puis, ce qu'on voyait, là, entre autres, c'est qu'il y avait au moins, dans les 10 dernières années, 66 millions de données phénotypées qui avaient été ramassées sur les fermes. Il y avait au moins 22 000 animaux qui avaient été génotypés. Ça, c'est simplement pour Olimel. Puis, à l'époque, il y avait des CT scans dans le bas du fleuve. Il y en avait 3 qui permettaient de faire une visualisation d'un parc au complet. Donc, il y avait une façon de numériser cette information-là pour ensuite s'en servir pour la sélection génétique, entre autres pour la découpe et la qualité de la viande. On parlait de prise alimentaire aussi. Et dans le futur, on parlait de collecte automatisée, de télémétrie pour envoyer des données à différentes bases de données. C'est quand même incroyable. Mais qu'est-ce qui existe dans l'écosystème présentement quand on parle de bases de données en agriculture? Là, je vous parle présentement de Genovalia. L'Université de Guelph ont lancé récemment leur AgriFood Data Canada. C'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. L'Université de Guelph ont été sélectionnés il y a quelques années par le nom m'échappe, c'est un gros programme. Ici, à l'Université Laval, on avait eu Projet? oui, mais c'était Sentinelle Nord, c'était le programme de Sentinelle Nord. C'est ça, c'est le programme Apogée, Claude. Le programme Apogée, excuse-moi, Ouais. j'ai juste compris Apogée. Ah, Mais là, c'est beau. Apogée, effectivement, merci. Donc, ils ont eu une subvention Apogée exactement. Les autres, c'était, je me souviens bien, leur titre, c'était Food from Thoughts. Puis, à l'intérieur de ça, ben, ils ont développé AgriFood Data Canada qui vise à structurer les bases de données au niveau de l'agriculture. L'Université de la Saskatchewan ont nos passes qui, en fait, prennent l'information des cultivars pour les grandes cultures. Et je sais, mais j'en connais très, très peu, qu'Agriculture Canada est aussi dans une réflexion sur le stockage et la réutilisation des bases de données au sein de l'organisme fédéral. Mais comme je vous dis, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Au niveau international, les Australiens ont fait quelque chose d'extraordinaire avec les Biocommons. Eux, ils réunissent autant la santé humaine que tout ce qui se passe partout sur leur île. C'est vraiment, vraiment bien. C'est un exemple à suivre. Elixir, c'est en Europe. Eux suivent aussi, puis ils ont quand même quelque chose de très bien qui est en développement.
DeepSeek, j'étais encore en train de me poser la question, qu'est-ce que DeepSeek? Je pense, ils disent que c'est un OBNL, mais en tout cas, je ne sais pas trop, mais eux, ils servent beaucoup à stocker les données de grande culture puis de différents cultivars au niveau international. Puis ici, vous avez d'autres initiatives qui sont publiques, qu'on connaît assez bien. Donc, si je reviens avec l'offre de service de Genovalia, après avoir dit tout ça, encore une fois, on peut générer des données, mais ce qui est vraiment manquant présentement, c'est les services de structuration et d'hébergement. Puis les services d'analyse, surtout augmentés. Donc, comment on peut faire ça? Je vais commencer par la fin. Je vais commencer ici là, par les analyses augmentées. Puis, ce qu'on a eu dans le volet 1, qui a été, présentement, on est financé par Génome Québec. Puis, dans le volet 1, ce qu'on avait eu comme mandat, c'est de prendre 3 jeux de données, puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme service ou quel genre d'analyse augmentée on pourrait générer. Puis, c'est surtout Julien Prunier qui s'est occupé de ce secteur-là. Puis, ici, la problématique, c'était que ce papillon-là, c'est une espèce invasive. Il y a 3 sous-espèces. Ici, vous voyez le gradient. Puis ces 3 sous-espèces-là ont une capacité de vol qui est différente. Donc, à ce moment-là, une capacité d'invasion qui est aussi différente. Puis le projet, qui s'appelle BioSafe, avait généré des modèles pour être capable de, lorsque les gens prennent des œufs sur les bateaux qui arrivent au Canada, de déterminer la provenance de ces insectes-là, de ces animaux-là, pour savoir quelle était la dangerosité de l'animal face au Canada. Puis les modèles fonctionnaient, mais grâce à différents modèles d'intelligence artificielle, ben, Julien a réussi à les améliorer. Et encore ici, si on veut savoir dans quel pays puis dans quel code postal l'animal provient, c'est encore difficile. Mais si on parle de ségréguer les différentes sous-espèces, ça marche quand même très bien. L'autre jeu de données, c'est un jeu de données qui provient de NRCan, Ressources naturelles Canada. C'était associé au pain blanc. Puis c'était de savoir est-ce qu'on est capable de prédire la provenance d'un échantillon à travers l'ère de distribution du pain blanc de l'Est. Puis d'utiliser la génomique pour faire ça. Présentement, c'est tout un défi. On voit que l'ère de répartition est très grand. C'est difficile de vraiment identifier. Mais encore là, Julien travaille avec certains spécialistes de l'IA à l'IID pour être capable de générer des modèles qui vont essayer de prédire la localisation géographique d'un échantillon. Le troisième jeu de données, c'était celui de Soyagène, de Davoud et de François Belzile, l'objectif était de prédire les caractères de miniers de soya sur la base de la génomie. Puis, Davoud, je pense il assiste à la présentation. Donc, si vous voulez lui poser des questions sur la validité des modèles, il en connaît plus que moi. Mais quand je pose la question à David et à François, ils ont l'air d'être satisfaits du modèle qui a été généré, qui semble être amélioré. Donc, il est plus prédictif que le modèle de base, ce qui est super intéressant. Puis, donc, c'est les preuves qu'on a mis de l'avant pour démontrer qu'on était capable de générer à partir des données des, euh, des, euh, des modèles améliorés. Donc, c'est un service qu'on pourrait offrir à l'Université Laval. Puis, vous verrez tantôt, je pense pas juste, nous pensons pas uniquement à l'Université Laval. L'idée, c'est de penser plus large que ça. Si on parle de l'écosystème numérique, qu'est-ce qu'il y a présentement? Ici, ce sont tous des membres de l'écosystème canadien, que ce soit l'Alliance de recherche numérique du Canada, l'UNARIS, Borealis, DFDR, Calcul Québec. Ce sont des infrastructures qui nous permettent de stocker des données. Vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. D'où l'idée d'utiliser certaines de ces plateformes-là pour être capable d'élargir ou de développer Genovalia. Et ici, vous les connaissez, c'est les services web de cloud web. Donc AWS, c'est Amazon, puis ici Azure, c'est Microsoft. Je pense qu'ils vont devenir jusqu'à un certain point incontournables,
Mais avec Valeria, on a toujours la possibilité de ceux qui ne veulent pas mettre leurs données dans le cloud, pour plusieurs raisons qui sont très bien justifiées. Si ceux qui voudraient pas mettre les données sur le cloud, ben, pourraient les mettre sur un serveur physique local. Mais pour structurer des données, ça prend des standards. Puis là, c'est là qu'on a beaucoup de travail à faire. Fait que quand on parle de qu'est-ce qu'on a besoin pour stocker des données dans des standards prédéfinis, ben, il faut utiliser une nomenclature, une ontologie qui est définie. Chez l'humain, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, puis en agriculture, ça se développe. Entre autres, via Obo Foundry puis Food On. Il y a des ontologies prédéfinies. Donc, on va donner des noms, des nomenclatures à ce sur quoi on travaille pour que les gens puissent les repérer, puissent utiliser la même nomenclature pour leur propre jeu de données. On veut harmoniser les données. Ça ne veut pas nécessairement dire de les mettre dans un format identique, mais au moins dans un format compatible. J'étais pas au courant de ça, mais là, je suis de plus en plus au courant où est-ce il y a toujours des enjeux pour l'authentification des jeux de données, à savoir, est-ce que un jeu de données a été téléchargé, a été modifié, puis ensuite est rendu public. Donc, le deuxième jeu de données n'est pas identique au premier. Donc, il y a moyen d'authentifier les jeux de données pour s'assurer que c'est le bon jeu de données. Puis ensuite, l'indexation des jeux de données. Jeu de données, c'est une ressource qui est très importante. Puis l'idée, c'est qu'on peut lui donner un DOI, comme un article scientifique, pour ensuite suivre sa trace. Euh, on se base beaucoup sur ce qui se passe du côté de l'humain, comme je disais tantôt. Donc, Global Alliance for Genomics and Health, c'est un consortium qui travaille à développer des formats, des standards pour la médecine humaine. Entre autres, ils ont défini les formats de PhenoPacket. Je vais vous en parler un peu parce que je pense qu'il faut s'en inspirer pour développer des PhenoPackets associés à l'agriculture ou bioalimentaire. Ce que vous voyez ici, le PhenoPacket qui est ici, se retrouve dans l'organigramme du flux de données. Donc, on a des données associées à la génomique, on a des données associées aux patients, on a des données associées ici, dans le fond, aux prises de mesures, certains phénotypes. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas tous les types de données qui vont faire partie du PhenoPacket, mais grosso modo, entre autres, si je prends par exemple ici le genre de la personne qui est du patient. Ici, on voit ici son genre, et ici, on voit son genre génétique, qui sont de l'information de l'individu qui vont être pris dans le PhenoPacket. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le PhenoPacket décrit quels sont les phénotypes qui font partie du jeu de données et quel est le format dans lequel ces données-là vont être enregistrées. Ce ne sont pas les données comme telles, c'est le formatage du jeu de données qui va être, c'est la définition du formatage du jeu de données et qu'est-ce que le jeu de données comprend qu'on va retrouver dans le PhenoPacket. Le PhenoPacket, ça sert à quoi? Dans le fond, c'est une standardisation pour aider au partage du phénotype, et évidemment d'informations génétiques aussi. Ça, évidemment, c'est très, très associé à la clinique humaine. Mais aussi, on peut voir que chaque PhenoPacket est associé à une liste de phénotypes. Ça peut être des anomalies, des maladies du côté de la médecine humaine. Puis les PhenoPackets utilisent des ontologies définies, donc une nomenclature standardisée, pour améliorer l'interopérabilité entre les différents jeux de données, entre les différents groupes. Ça va simplifier la recherche. Puis, ça peut amener, ça va aussi aider pour le développement de modèles augmentés. C'est développé par la communauté parce que c'est des standards qui sont évolutifs, qui vont être développés par tous les secteurs. Dans leur cas, c'est les chercheurs, les cliniciens, les curateurs, puis les producteurs de données. Nous autres, ça pourrait être les chercheurs, les compagnies privées, les compagnies, pas les compagnies, mais les organismes gouvernementaux, les éleveurs, les compagnies, les associations de race. Il y a plein de gens qui pourraient être impliqués dans la définition des différents phénotypes qu'on veut recueillir et qu'on veut rendre disponibles à la communauté.
Claude, je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu peux 2, 3 minutes puis terminer parce qu'on veut laisser un peu une période de Oui, questions. Merci. oui. Fait que ça sera pas long. Fait que dans le fond, au niveau de l'architecture, il y avait différentes options qui étaient à la base. Puis nous, on a choisi Bento. Bento est développé à l'Université McGill. Puis c'est Bento qui va servir pour la RAMQ, puis va servir entre autres pour les institutions de recherche du Canada. Donc, ce qu'on était en train de faire, on a déployé Bento à l'Université Laval, puis l'objectif, c'est de développer Bento pour l'agriculture. Comme je vous ai parlé, il faut développer des ententes qui vont respecter différents principes ici. Au niveau des ententes, ici, je vais faire un point important, c'est juste de mentionner que des ententes qui disent que je partage toutes mes données à tout le monde, et c'est pas toujours ce qu'on a besoin. Donc, il va falloir définir quelles sont les données, qui sont les propriétaires, combien de temps les gens à qui on partage les données ont le droit d'y avoir accès. Est-ce que c'est possible de retirer leur accès? Fait que ça va prendre des ententes qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on a présentement. Oui, évidemment, on a des besoins de sécurité. C'est pour ça qu'on travaille avec les gens de la DTI et de chez Valeria. Au niveau de la formation, ce qu'on veut faire, c'est, entre autres, centraliser des ressources existantes. On veut faire reconnaître le dépôt. Il y a différentes façons de le faire. Ici, vous voyez ça. Il existe des services déjà qui sont déjà disponibles. On les envisage, on regarde qu'est-ce qu'ils font et on veut pas rester pris des services privés. Fait que, on regarde un peu c'est quoi les portes de sortie. Puis, je termine ici en disant que dans le dernier concours de Géome Canada, il y avait besoin de créer un data hub. Puis, Genovalia s'est présenté. Puis, dans le fond, on fait partie du data hub qui a été retenu. Donc, l'objectif, c'est de fédérer, ici, vous avez Genovalia avec AgriData Canada, qui va être à Guelph, puis ensuite les autres data hubs qui vont être au Canada, puis de faire de faire cette espèce de formatage standardisé partout au pays. Comme je disais, l'usager peut en retirer différents éléments, vous irez voir. Puis, je voulais terminer en disant que c'est un projet institutionnel qui implique beaucoup de gens. Ce serait vraiment intéressant si on pouvait l'élargir à la province au complet, parce qu'éventuellement, comme je vous disais, on va être pan-canadien. Fait que j'arrivais à la fin, j'ai juste un peu accéléré dans la dernière minute. Mais si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.